Reste avec moi jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, je vais te dire une chose que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Si tu t'énerves souvent contre les autres, c'est pas seulement parce qu'ils sont insupportables, même si, soyons honnêtes, certains font un effort presque artistique dans cette direction. C'est aussi parce que ton cerveau a appris à confondre irritation et protection, colère et dignité, réaction et puissance. La révélation clinique est là, la colère n'est pas toujours le signe que tu as raison. Parfois, elle est simplement le signe que tu es fatigué, blessé, saturé, ou que tu as laissé trop de gens entrer dans ton espace intérieur sans leur demander d'enlever leurs chaussures. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux apprendre à aimer, à penser et à réagir sans te perdre dans les vieux automatismes. Et dis-moi en commentaire si un jour tu as senti la colère monter très vite, beaucoup trop vite, avant même d'avoir compris ce qui se passait réellement. Écris simplement « Oui, ça m'arrive », tu verras, tu ne seras pas seul. La solitude émotionnelle, souvent, disparaît déjà un peu quand on découvre que d'autres vivent la même bataille silencieuse. Et si ce que je vais te dire aujourd'hui résonne en toi, sache que j'ai rassemblé tout ce travail dans un e-book que j'appelle Briser et par Design. Tu trouveras le lien pour l'obtenir dans la description ou dans le commentaire épinglé juste en dessous. Ce n'est pas une publicité déguisée en conseil, je déteste cela autant que les réunions qui auraient pu être un mail. C'est simplement une manière d'aller plus loin, avec des exercices structurés. Si tu sens que cette colère cache peut être une fatigue plus ancienne, une blessure plus profonde, ou un besoin de te reconstruire plus calmement, la promesse de cette vidéo n'est pas de faire de toi une femme qui ne ressentira plus jamais de colère, ce serait absurde. Une personne qui ne ressent jamais de colère n'est pas forcément sage. Parfois, elle est anesthésiée, soumise ou très bien entraînée à sourire pendant que son corps prépare une révolution. La vraie promesse est plus adulte. Apprendre à ne plus te laisser posséder par la colère, la sentir sans la servir, l'écouter sans lui donner les clés de ta bouche, la traverser sans brûler la maison. Je vais te parler de 10 leçons essentielles pour ne plus t'enflammer contre tout le monde et surtout pour ne plus te trahir toi-même au moment où tu es irrité. Parce que le problème n'est pas seulement de crier. Le problème, parfois, c'est de ne pas crier pendant 20 ans, puis d'exploser pour une assiette mal rangée, un message mal ponctué ou un « tu exagères » lancé avec la délicatesse d'un camion-benne. Beaucoup de colères visibles sont des accumulations invisibles. On croit que l'événement du jour est la cause. En réalité, il est seulement la goutte d'eau. Et parfois, le vase n'est pas plein d'eau. Il est plein de silence, de concessions, de déceptions, de nuits mal dormies, de ce n'est pas grave répété jusqu'à devenir très grave. J'ai rencontré tant de femmes qui me disaient « je ne veux plus être cette personne qui s'emporte ». Et derrière cette phrase, il y avait rarement de la méchanceté. Il y avait plutôt de la honte. Elles se voyaient crier contre leurs enfants adultes, répondre sèchement à une sœur, perdre patience avec leur conjoint, se fermer brusquement face à une amie, ou ruminer pendant 3 jours une remarque qui aurait mérité 3 minutes d'attention. Puis elles se jugeaient, elles se disaient « je deviens mauvaise ». Non, tu ne deviens pas mauvaise parce que tu t'énerves. Tu deviens en danger intérieur quand tu ne comprends plus ce que ta colère essaye de protéger. La colère est une émotion de frontière. Elle apparaît souvent quand une limite est franchie, quand une injustice est perçue, quand un besoin est négligé, quand un effort n'est pas reconnu. Mais le cerveau humain, ce merveilleux appareil parfois mal câblé par l'enfance, les relations et les factures d'électricité ne réagit pas toujours à la réalité présente. Il réagit aussi à l'écho du passé. Une phrase d'aujourd'hui peut réveiller une humiliation d'il y a 30 ans. Un silence de ce soir peut rallumer l'abandon d'autrefois. Une critique anodine peut toucher le vieux bouton rouge
je ne suis jamais assez. Et voilà, la colère arrive, pas toute seule, avec ses valises. Quand une femme de 55 ans s'emporte parce qu'on ne l'a pas écoutée pendant le dîner, elle ne réagit pas seulement au dîner. Elle réagit peu, être à 40 ans de repas où son avis a été décoratif. Quand une femme de 60 ans explose parce qu'un homme ne répond pas à son message, elle ne réagit pas seulement au téléphone, elle réagit peu, être à une vie entière où l'attente a été confondue avec l'amour. Quand une femme de 48 ans devient froide face à une remarque de sa fille, elle ne réagit pas seulement à cette remarque, elle réagit peu, être à la peur de ne plus compter. La colère est rarement une flamme pure. Elle contient toujours un peu de mémoire. La première grande leçon, même si je ne veux pas transformer cette vidéo en tableau scolaire, est de comprendre que la colère n'est pas un ordre, c'est une information. Elle dit « Attention, quelque chose se passe ». Elle ne dit pas forcément « Écris tout de suite un message de 27 lignes » avec des majuscules et une ponctuation agressive. Elle ne dit pas « Réponds maintenant » avant de respirer, avant de réfléchir, avant même que ton cortex préfrontal ait retrouvé ses lunettes. Elle dit simplement « Il y a un signal ». Apprendre à distinguer signal et action change une vie. Une émotion arrive. Tu l'entends. Mais tu ne lui obéis pas automatiquement. Un micro-exercice peut t'aider dès aujourd'hui. Quand la colère monte, ne cherche pas d'abord à te calmer, cherche à la nommer. Dis intérieurement « Je sens de la colère ». Pas « Je suis en colère tout de suite ». Je sens de la colère. Cette petite distance grammaticale est importante. Elle rappelle à ton cerveau que tu n'es pas l'émotion. Tu es la personne qui observe l'émotion. La différence paraît minuscule. Elle est immense. Je suis en colère. Fusionne ton identité avec l'état émotionnel. Je sens de la colère. Crée un espace. Et dans cet espace, la liberté commence à respirer. La neuroplasticité fonctionne aussi avec ce type de répétition. Chaque fois que tu observes une émotion, au lieu de te confondre avec elle, tu renforces un circuit de régulation. Ce n'est pas glamour. Personne ne va faire un film spectaculaire sur une femme qui inspire, observe sa colère et décide de répondre plus tard. Pourtant, c'est héroïque. Le vrai courage émotionnel est souvent très discret. Il ne claque pas les portes, il laisse passer 3 respirations. Une patiente que j'appellerai Hélène m'a dit un jour « Je ne comprends pas, je suis douce avec tout le monde, mais avec ma sœur, je deviens terrible. » Hélène avait 59 ans, une voix calme, une élégance naturelle. Ce genre de personne qui dit pardon quand quelqu'un d'autre lui marche sur le pied, mais avec sa sœur, une simple remarque suffisait à la transformer. Elle devenait sèche, coupante, presque méprisante. Elle en avait honte. En explorant leur histoire, nous avons découvert que sa sœur avait été, pendant des décennies, celle qui décidait, celle qui parlait fort, celle qui minimisait. Hélène n'était pas terrible. Elle était saturée. Sa colère actuelle était la partie d'elle qui disait enfin « je n'ai pas disparu ». Le problème n'était pas le signal. Le problème était la forme explosive du signal. Comprendre cela ne justifie pas tout. Je le dis clairement. Ta blessure explique certaines réactions. Elle ne te donne pas le droit de blesser gratuitement. C'est une vérité difficile mais libératrice. Si tu te caches derrière ton passé pour humilier les autres, tu restes prisonnière de ton passé. Si tu utilises ton passé pour comprendre ton mécanisme et le transformer, tu deviens adulte émotionnellement. Il y a une différence entre je souffre donc je peux tout faire et je souffre donc je dois apprendre à prendre soin de ce qui déborde. La première phrase détruit, la seconde reconstruit. La colère
aime la vitesse, elle adore l'urgence. Elle arrive avec une énergie très convaincante, réponds maintenant, dis-lui ces 4 vérités, ne te laisse pas faire, montre que tu existes, parfois. Elle a raison sur le fond, mais elle se trompe souvent sur le timing. Or, le timing est une forme d'intelligence. Dire une vérité au mauvais moment, avec une voix qui attaque, peut rendre cette vérité inaudible. Beaucoup de femmes ont raison, mais elles se perdent dans la manière. Elles disent enfin ce qu'elles pensent, mais après, trop d'accumulation, donc leur parole sort comme une pierre au lieu de sortir comme une limite. Et c'est cette règle simple. Quand ton corps est en feu, ne prends pas de décision relationnelle. Ne romps pas, ne pardonne pas, ne rédige pas le message définitif, ne règle pas 20 ans d'histoire familiale entre 20 de je 17 et 20 de je 42, surtout si tu es fatigué. Le cerveau émotionnel, quand il est activé, réduit la nuance. Il veut gagner, fuir, punir, réparer vite. Il n'aime pas la complexité. Il n'aime pas peu, être. Il n'aime pas voyons demain. Il ressemble à un avocat très agressif qui n'a lu qu'une page du dossier. Merci, mais nous allons attendre que toute l'équipe soit présente. Le corps donne les premiers indices. La mâchoire se serre, les épaules montent, la respiration devient courte, le ventre se contracte, le regard se rétrécit, ce sont les sirènes. Si tu apprends à les repérer, tu gagnes de précieuses secondes. Et parfois, la différence entre une relation abîmée et une relation protégée, c'est 5 secondes. 5 secondes pour poser le verre, sentir les pieds au sol, respirer, dire « je vais répondre dans un moment ». Cette phrase est magnifique. Elle n'a pas besoin d'être dramatique. Je vais répondre dans un moment. Voilà une femme qui reprend son cerveau avant de donner sa bouche. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que la colère donne parfois une sensation de puissance, surtout à celles qui se sont longtemps senties impuissantes. Quand tu t'énerves, tu sens enfin une énergie. Tu n'es plus effondrée, tu n'es plus silencieuse. Tu existes, mais attention, toutes les sensations de puissance ne sont pas de la vraie puissance. Crier peut donner l'impression de reprendre le contrôle. En réalité, on le perd souvent. La vraie puissance, c'est pouvoir choisir sa réponse. C'est dire non sans trembler trop longtemps. C'est poser une limite sans faire un procès de 3 heures. C'est quitter une dynamique toxique sans insulter, sans supplier, sans attendre un dernier signe, comme si l'univers était ton service après-vente amoureux. L'amour rationnel est très utile ici. Il ne supprime pas la colère. Il la rend intelligente. Dans une relation saine, tu peux dire « quand tu me parles ainsi, je me ferme ». J'ai besoin que nous reprenions plus tard. Dans une relation toxique, tu peux dire exactement la même chose et l'autre utilisera ta phrase comme une balle de tennis contre toi. Alors l'amour rationnel observe aussi la réponse de l'autre à ta limite. Une limite n'est pas seulement une phrase que tu prononces, c'est un test de réalité. Les personnes capables d'amour sain n'aiment pas toujours tes limites, mais elles peuvent les entendre. Les personnes toxiques les punissent, les moquent, les contournent ou te font croire que tu es trop sensible. Ne collectionne pas les amours toxiques. Ce n'est pas une collection rare. Elle ne prend pas de valeur avec le temps. Se détacher n'est pas se désintéresser. Cette phrase est essentielle. Quand tu apprends à ne pas t'énerver contre quelqu'un, tu pourrais croire que tu deviens froide. Non, tu deviens moins capturable. Tu n'es plus un interrupteur que les autres peuvent allumer et éteindre selon leur humeur. Se détacher, c'est arrêter de confier ton système nerveux à des personnes qui ne savent même pas gérer le leur. C'est reconnaître « je peux aimer quelqu'un » ou l'avoir aimé sans lui donner le pouvoir de me transformer en volcan. Le détachement sain n'est pas l'indifférence. C'est une frontière respirable. Un autre apprentissage majeur concerne les attentes invisibles. La colère naît souvent là où nous avions une attente que nous n'avons jamais formulée.
Tu attends qu'on devine ta fatigue. Tu attends qu'on reconnaisse ton effort. Tu attends qu'on comprenne que tu as besoin d'aide. Tu attends qu'on sente que cette remarque t'a blessé. Puis l'autre ne devine pas et tu t'énerves. Je comprends. Mais il faut être honnête, les humains ne sont pas toujours de bons lecteurs de sous-titres émotionnels. Certains ne voient même pas les sous-titres quand ils sont écrits en rouge sur l'écran. Alors il faut parler plus tôt, plus simplement, plus clairement. Dire tu devrais comprendre est parfois une manière élégante de ne pas dire j'ai besoin de. Mais un besoin non exprimé devient souvent une accusation. Tu ne penses jamais à moi, cache peut être j'ai besoin de me sentir considéré. Tu me laisses tout faire, cache peut être j'ai besoin que la charge soit partagée. Tu t'en fiches, cache peut être j'ai peur de ne pas compter. La colère accuse. La vulnérabilité précise. Et la précision sauve beaucoup de conversations. Pas toutes, mais beaucoup. Et c'est cette formule, quand il se passe ceci, je ressens cela, et j'ai besoin de ceci. C'est simple, presque trop simple. Quand tu annules au dernier moment, je me sens peu respecté et j'ai besoin que tu me préviennes plus tôt. Quand tu plaisantes sur ce sujet, je me sens humilié et j'ai besoin que tu arrêtes. Quand je porte tout à la maison, je me sens seul et j'ai besoin d'une répartition claire. Remarque, il n'y a pas besoin de hurler. La phrase est droite. Elle marche sur ses deux jambes, elle ne supplie pas, elle n'attaque pas, elle expose. Bien sûr, certaines personnes répondront mal. C'est précieux, oui, précieux, parce que leur réaction te donne une information. Si quelqu'un se moque de ton besoin, tu n'as pas besoin de devenir plus convaincante pendant 10 ans. Tu as besoin de regarder la réalité. L'amour sain ne demande pas de plaider indéfiniment pour des besoins normaux. Si tu dois rédiger une thèse pour expliquer pourquoi le respect est agréable, le problème n'est peu être pas ton manque de pédagogie. C'est peu être le choix de ton interlocuteur. La colère diminue beaucoup quand les limites sont posées tôt, pas tard. Une limite tardive arrive souvent avec du ressentiment. Une limite précoce arrive avec plus de calme. Mais beaucoup de femmes ont été éduquées à attendre trop longtemps. Ne fais pas d'histoire. Sois gentil, ne sois pas susceptible, ce n'est pas si grave. Toutes ces phrases répétées pendant des années créent des femmes qui avalent, puis explosent. Et quand elles explosent, on leur dit tu vois, tu es excessive. Non. Elles sont peu être excessives dans l'instant, mais elles ont surtout été entraînées à ne pas parler avant d'être au bord du gouffre. Je pense à Nadine, 52 ans, qui se disputait violemment avec son mari pour des détails domestiques, le lave-vaisselle, les courses, les horaires. En surface, c'était presque ridicule. Elle me disait je deviens folle pour une éponge. Mais l'éponge n'était pas une éponge. Elle était le symbole de 25 ans de charge mentale invisible. Son mari, pas nécessairement méchant, avait pris l'habitude de ne pas voir, et Nadine avait pris l'habitude de ne pas dire. Voilà un couple très classique. L'un ne voit pas, l'autre ne dit pas, puis l'autre crie, puis le premier dit qu'elle crie trop. Très beau ballet. Mauvaise musique. Nous avons travaillé sur une chose simple. Parler avant l'explosion. Pas quand elle était déjà rouge de colère. Pas quand elle avait rejoué mentalement la scène pendant 4 heures. Avant, avec des phrases concrètes, des demandes mesurables, des conséquences calmes. Je ne peux plus gérer seul les courses et les repas. À partir de cette semaine, tu prends 2 dîners et la liste du samedi. Si ce n'est pas fait, je ne compense pas. Cela semble banal. Mais pour Nadine, c'était une révolution. Elle ne criait pas, elle ne demandait pas la lune, elle cessait de compenser. La colère descend souvent quand la compensation cesse. La compensation est un carburant secret de la colère. Tu fais à la place de l'autre, puis tu lui en veux de t'avoir laissé faire.
Tu dis oui, puis tu lui en veux de ne pas avoir entendu ton non intérieur. Tu pardonnes sans vraie réparation, puis tu lui en veux de recommencer. Tu souris, puis tu lui en veux de croire que tout va bien. Il faut arrêter d'utiliser ton propre abandon comme preuve contre les autres. C'est dur à entendre, mais nécessaire. Si tu veux moins t'énerver, il faut arrêter de participer silencieusement aux situations qui te mettent en rage. Pas toujours, pas dans les situations d'emprise où la peur complique tout, mais très souvent, nous avons une marge, petite mais réelle. Cette marge est sacrée, elle est le lieu de la reconstruction. Entre je subis et je détruis, il existe je choisis une limite. Entre je me tais et je hurle, il existe je parle tôt. Entre j'encaisse et j'explose, il existe je m'écoute. Le cerveau a besoin de ces chemins intermédiaires. Sinon, il ne connaît que deux options, disparition ou incendie. L'objectif n'est pas de devenir une femme sans colère. L'objectif est de devenir une femme qui n'a plus besoin de mettre le feu pour prouver qu'elle existe. Un mini-hook important maintenant. Et si ta colère contre les autres était parfois une colère contre toi-même que tu n'oses pas regarder? Je sais, cette phrase pique un peu. Elle n'est pas là pour t'accuser, elle est là pour ouvrir. Nous nous énervons parfois contre quelqu'un parce qu'il nous renvoie notre propre difficulté à nous respecter. Il annule encore, mais nous avons accepté encore. Il parle mal, mais nous sommes restés encore. Il promet sans agir, mais nous avons espéré encore. Alors la colère monte contre lui, bien sûr, mais derrière, il y a parfois une douleur plus intime. Pourquoi suis-je encore là? Cette question fait mal. Elle peut devenir le début de la liberté. Quand tu sens cette colère-là, sois très douce avec toi. La honte ne libère pas, elle enfonce. Dis plutôt « Une partie de moi savait, mais une autre avait peur ». Voilà une phrase humaine. Une partie savait, une autre espérait, une autre voulait être aimée, une autre avait peur de la solitude. Nous ne sommes pas des blocs, nous sommes des assemblées intérieures, parfois très mal organisées, comme certaines copropriétés. Le travail thérapeutique consiste à remettre un peu d'ordre, écouter chaque partie, mais ne plus laisser la partie blessée à prendre toutes les décisions. L'attachement joue ici un rôle immense. Quand notre système d'attachement est activé, la peur de perdre le lien peut transformer une remarque en menace, un retard en abandon, un silence en catastrophe. Le cerveau attaché ne cherche pas seulement une explication, il cherche la sécurité. Si tu as connu des liens imprévisibles, ton organisme peut devenir très sensible aux variations. Un message plus court que d'habitude et tout s'emballe. Une voix un peu froide et la poitrine se serre. Une absence et le mental commence son théâtre. Il ne m'aime plus, je ne compte pas, je vais être remplacé. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'attachement anxieux. Et cela se travaille. Le travail commence par revenir au présent. Quels sont les faits? Pas les scénarios, les faits. Il n'a pas répondu depuis 3 heures. Fait. Il me quitte intérieurement et prépare une vie meilleure avec une femme plus jeune qui pratique le yoga au lever du soleil. Scénario. Très cinématographique, mais scénario. Les biais cognitifs adorent remplir les trous avec nos peurs préférées. Le biais de catastrophisation prend un silence et construit un enterrement. Le biais de lecture de pensée prétend savoir ce que l'autre pense. Le biais de confirmation cherche uniquement les preuves que tu n'es pas aimable. Apprendre à revenir aux faits est une forme d'amour rationnel. Ce n'est pas froid, c'est protecteur. La dopamine ajoute une complication. L'incertitude crée parfois une accroche puissante. Un lien stable apaise. Un lien imprévisible excite. Le cerveau attend le prochain signal, le prochain message, la prochaine preuve.
Certaines relations deviennent des machines à sous-émotionnel. Un peu d'attention, beaucoup de silence, une tendresse soudaine, puis un retrait. Tu ne t'énerves pas seulement parce que l'autre est incohérent, tu t'énerves parce que ton cerveau est accroché à l'alternance. Il espère le gain, il rejoue, il attend, puis il rage. Comprendre cela permet de ne pas romantiser l'obsession. Ce n'est pas forcément de l'amour profond. Parfois, c'est ton système dopaminergique qui fait du casino en robe de chambre. Que faire alors? Ralentir le cycle? Ne pas répondre immédiatement à chaque stimulus. Ne pas transformer chaque silence en enquête. Ne pas nourrir l'obsession par des vérifications. Le détachement est un sevrage attentionnel. Au début, il y a du manque, bien sûr. Le cerveau réclame sa dose d'information, de contact, de drame. Tu peux lui dire « je t'entends », mais je ne vais pas retourner vers ce qui me dérégule. Cette phrase est une limite intérieure. Avant de poser des limites aux autres, il faut souvent en poser à ses propres impulsions. Un autre point est fondamental. Il faut apprendre à laisser les autres être ce qu'ils sont sans t'épuiser à les corriger. Une grande partie de la colère vient de notre combat contre la réalité. Ils devraient comprendre. Elle devrait être différente. Ils devraient être reconnaissants. Peut être. Mais pour l'instant, ils ne le sont pas. La réalité est parfois d'une vulgarité remarquable. Elle ne demande pas notre avis avant d'exister. S'énerver contre ce qui est, sans agir sur ce qui dépend de nous, c'est se cogner à un mur en reprochant au mur son manque de psychologie. Accepter la réalité ne signifie pas l'approuver. C'est une nuance capitale. Tu peux accepter que quelqu'un soit incapable de te parler avec respect sans trouver cela normal. Tu peux accepter que ta mère ne deviendra probablement pas la mère attentive que tu aurais voulu sans nier ta douleur. Tu peux accepter qu'un homme est indisponible sans conclure que tu ne mérites pas mieux. L'acceptation est un point de départ lucide. Elle dit « voilà ce qui est », puis elle demande « et maintenant, qu'est-ce que je choisis ?» La colère reste coincée dans « ce ne devrait pas être comme ça ». La sagesse commence avec « c'est comme ça et je vais décider à partir du réel ». C'est une leçon difficile pour les femmes qui ont beaucoup espéré. L'espoir est beau quand il ouvre, il est toxique quand il t'attache à l'inacceptable. Si ton espoir te rend plus vivante, plus digne, plus patiente, il est peu, être sain. Si ton espoir te rend obsédée, petite, dépendante, constamment en colère, il faut le regarder de très près. Tous les espoirs ne méritent pas d'être nourris. Certains sont des chaînes avec un joli ruban autour. Une histoire me revient. J'appellerai cette femme Marianne. Elle avait 61 ans. Elle disait toujours « je ne suis pas colérique ». C'était vrai en apparence. Elle ne criait jamais, elle ne faisait pas de scène, elle disait oui, elle faisait bonne figure, puis son corps parlait à sa place, insomnie, tension, migraine, douleur diffuse. Un jour, elle a éclaté en larmes parce que sa fille avait déplacé un vase. Un vase. Évidemment, le vase n'était pas le sujet. En thérapie, elle a compris qu'elle avait passé sa vie à être facile. Facile à vivre, facile à inviter, facile à déranger, facile à oublier. Sa colère n'était jamais sortie par la porte, elle sortait maintenant par les fenêtres. Le travail avec Marianne a consisté à donner une parole à la colère avant qu'elle devienne symptôme. Elle a commencé par une phrase « Je ne suis pas disponible pour cela ». Cette phrase lui semblait presque criminelle. Elle avait l'impression de devenir une dictatrice domestique. C'est fascinant. Une femme peut passer 40 ans à se nier et trouver violent de dire une phrase normale. Peu à peu, elle a appris « Je ne peux pas garder les enfants ce week-end ». Je ne veux pas parler de ce sujet maintenant. Je comprends que tu sois déçu, mais ma réponse reste non. Son corps s'est apaisé. Pas parce que tout le monde était content,
parce qu'elle avait cessé d'être contre elle. Ce que tu ressens en ce moment, cette impression étrange de reconnaître ta propre fatigue, cette colère ancienne qui n'était pas de la méchanceté, mais un signal longtemps ignoré, c'est exactement pour ça que j'ai créé cet e-book. Brisé par Design, c'est un guide que tu peux télécharger dès aujourd'hui. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Pas pour te donner des réponses toutes faites, ni pour te vendre l'illusion que tout ira mieux en 3 respirations et 2 phrases inspirantes, mais pour t'accompagner semaine après semaine là où tu en es, avec tes contradictions, tes élans, tes rechutes, et cette envie très digne de ne plus vivre à la merci des blessures des autres. Quand une prise de conscience touche aussi profondément, elle a besoin d'un chemin, sinon elle devient seulement une émotion de plus. Reprenons. Une autre leçon essentielle consiste à ne pas confondre calme et faiblesse. Beaucoup de personnes croient que si elles ne s'énervent pas, elles vont se faire écraser. C'est parfois vrai si leur calme est de la soumission, mais le calme ferme n'a rien à voir avec la soumission. Le calme ferme dit je ne vais pas hausser le ton, mais je ne vais pas bouger ma limite. C'est très différent. La colère spectaculaire impressionne parfois. Le calme cohérent transforme davantage. Une femme qui répète tranquillement sa limite devient très difficile à manipuler. Elle ne donne pas de prise, elle ne part pas dans tous les sens, elle reste là, et souvent l'autre se retrouve face à lui-même, ce qui, pour certains, est une expérience assez désagréable. Le calme ferme demande de préparer des phrases. Oui, préparer. Nous préparons des listes de courses, des vacances, des documents administratifs incompréhensibles, mais nous improvisons nos limites dans les moments les plus chargés émotionnellement. C'est une mauvaise stratégie. Prépare 3 phrases. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de me parler. Je vais prendre un temps avant de répondre. Je comprends ton point de vue, mais ma décision est prise. Ces phrases sont simples. Elles évitent les discours interminables. Plus tu expliques à quelqu'un qui ne veut pas entendre, plus tu t'épuises. Une limite n'est pas une plaidoirie, c'est une porte. Il faut aussi apprendre à supporter la déception des autres. Ah, grand sujet. Beaucoup de colères naissent parce que nous disons oui pour éviter de décevoir, puis nous en voulons à l'autre d'avoir accepté notre oui. Mais l'autre n'est pas toujours responsable de notre incapacité à dire non. Je sais, cela pique, pourtant c'est libérateur. Tu peux survivre à la déception de quelqu'un. Tu peux survivre à un visage fermé. Tu peux survivre à un tu as changé. Tu peux même survivre à un silence boudeur, cette forme de théâtre domestique très répandue. Si tu t'effondres chaque fois que quelqu'un est contrarié, tu deviendras l'employé permanente de l'humeur des autres. Un exercice utile consiste à pratiquer les petits noms. Pas commencer par le grand nom historique, celui que tu repousses depuis 15 ans. Commence petit. Non, je ne peux pas cet après-midi. Non, je préfère rentrer tôt. Non, je ne souhaite pas en parler. Puis observe ton corps. Il va peu être paniqué. Laisse-le, respire. Le monde ne s'effondre pas. Certaines personnes insisteront. Répète. La répétition est la colonne vertébrale de la limite. Si tu changes ta réponse à la 3e pression, tu enseignes à l'autre que 3 pressions suffisent. Ce n'est pas un jugement, c'est un apprentissage comportemental. La colère contre les autres diminue quand nous cessons de leur demander d'être les gardiens de nos limites. Ce n'est pas à l'autre de deviner jusqu'où il peut aller. C'est à toi de dire où tu t'arrêtes. Bien sûr, les personnes respectueuses sentent beaucoup de choses, mais compter uniquement sur leur sensibilité, c'est fragile. Une limite claire protège tout le monde, elle évite au ressentiment de pousser dans l'ombre. Le ressentiment est une mauvaise herbe, il grandit quand on n'ose pas parler, puis un jour, il envahit tout le jardin et on s'étonne qu'il n'y ait plus de fleurs. La gratitude peut également désamorcer beaucoup de colère, mais pas la gratitude naïve. Je ne parle pas de cette injonction fatigante à être reconnaissante pour tout, même quand quelqu'un te traite mal, non. Merci, mais non. Je parle de la capacité à élargir le regard.
La colère rétrécit le champ visuel. Elle fixe un point, l'offense, l'injustice, la phrase, le retard, l'oubli. Parfois, il faut traiter ce point. Mais parfois, il faut aussi se demander, est-ce que toute la personne est cette erreur? Est-ce que toute ma journée est ce moment? Est-ce que toute ma vie est cette contrariété? La gratitude bien comprise redonne de la largeur. Elle ne nie pas la douleur, elle l'empêche de prendre tout l'écran. Dans les couples, par exemple, certaines colères répétées cachent une mémoire sélective. On ne voit plus que ce qui manque, on oublie ce qui existe. Attention, je ne dis pas de rester dans une relation mauvaise en faisant une liste de qualités pour supporter l'insupportable. L'amour rationnel ne fait pas cela, il distingue. Si la relation est globalement respectueuse mais imparfaite, la gratitude aide. Si la relation est destructrice, la gratitude devient parfois une anesthésie. Il est gentil avec le chien ne suffit pas à compenser l'humiliation quotidienne. Le chien peut rester, toi tu peux partir. Le pardon, lui aussi, mérite d'être clarifié. Pardonner ne veut pas dire minimiser. Pardonner ne veut pas dire se réconcilier. Pardonner ne veut pas dire redevenir disponible. Parfois, pardonner signifie seulement « je ne veux plus que cette personne occupe gratuitement mon cerveau ». La colère prolongée peut devenir une colocation intérieure avec l'agresseur, l'ex, la sœur, la mère, le collègue, l'ancien amour. Il ne paie pas de loyer, mais il occupe 3 pièces. À un moment, il faut récupérer la maison, pas pour lui, pour toi. Un rituel très simple peut aider. Écris une lettre que tu n'enverras pas, dis tout, sans élégance, sans diplomatie, sans chercher à être spirituellement avancé. Tu m'as blessé, j'ai eu honte, j'ai attendu, je t'en veux. Puis, après avoir écrit, pose la main sur la feuille et demande « Qu'est-ce que je veux récupérer maintenant ?» Pas « Comment vais-je le convaincre ?» Non. Qu'est-ce que je récupère ? Mon sommeil, mon attention, ma joie, mon corps, ma capacité d'aimer sans me perdre. Ensuite, garde la lettre, déchire-la, brûle-la si c'est sécurisé, mais ne mets pas le feu à la cuisine pour symboliser ta libération. La symbolique a ses limites et les assurances aussi. Un cerveau apaisé n'est pas un cerveau qui a obtenu justice sur tout, c'est un cerveau qui a cessé d'attendre que le passé vienne s'excuser pour commencer à vivre. Certaines excuses ne viendront jamais. Certaines reconnaissances n'arriveront pas. Certaines personnes mourront persuadées d'avoir eu raison. C'est triste, c'est injuste, mais si tu suspends ta paix à leur lucidité, tu risques de mourir avant leur prise de conscience. Et parfois, soyons francs, elle n'est pas au programme. L'une des leçons les plus puissantes est donc de différencier réparation et libération. La réparation implique parfois l'autre. Il reconnaît, il change, il répare. La libération peut commencer sans lui. Tu peux te libérer d'une attente, d'un fantasme, d'une conversation imaginaire, d'un besoin de validation. Tu peux dire « je n'aurais pu être jamais ce que j'attendais de cette personne, mais je peux cesser de lui donner le pouvoir de définir ma paix. » C'est une phrase mature. Elle fait mal. Elle ouvre. Dans la vie quotidienne, il faut aussi surveiller les conditions biologiques de la colère. Le manque de sommeil, la faim, la douleur, l'alcool, les hormones, la surcharge sensorielle, la solitude prolongée, tout cela baisse le seuil de réaction. Nous aimons croire que nos colères sont philosophiques. Parfois, elles sont surtout physiologiques. Une femme épuisée depuis 3 nuits ne discute pas avec le même cerveau qu'une femme reposée. Avant de conclure que ton couple est mort, que ta famille est impossible, que l'humanité est fichue, dors, mange, marche, respire. Ensuite, nous reparlerons de l'humanité. Elle restera compliquée, mais toi, tu seras moins inflammable. La respiration longue est un outil simple.
Inspire sur 4 temps, expire sur 6 ou 8. Répète 5 fois. L'expiration prolongée active le système parasympathique, celui qui aide à redescendre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Le corps dit au cerveau « nous ne sommes pas en danger immédiat ». Et quand le cerveau cesse de croire qu'il est en danger, il récupère un peu de nuance. La nuance est essentielle pour ne pas s'énerver. La colère voit en noir et blanc. La nuance remet des couleurs. Même si parfois, au début, ce sont des couleurs très pâles, la marche est un autre outil. Pas forcément une grande randonnée avec chaussures techniques et enthousiasme forcé. 10 minutes. Le mouvement aide à métaboliser l'activation. Le corps a été préparé à agir. Si tu restes immobile en ruminant, l'énergie tourne en boucle. Marcher dit à l'organisme « nous utilisons cette activation autrement ». Beaucoup de disputes seraient moins graves si l'un des deux disait « je vais marcher 10 minutes et je reviens ». Le problème, c'est que l'ego préfère parfois rester pour gagner. Mais gagner une dispute en perdant sa paix est une victoire assez médiocre. Il existe aussi une colère liée à l'injustice du monde. Les femmes de 45 à 65 ans portent parfois une lucidité particulière. Elles ont vu les promesses, les rôles imposés, les efforts invisibles, les inégalités domestiques, les doubles standards, les phrases qu'on leur a servies comme des vérités. Cette colère-là peut être saine. Elle dit « je vois », mais si elle reste brute, elle peut devenir amertume. La colère sociale, familiale, féminine doit devenir énergie de choix. Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je refuse de reproduire? Qu'est-ce que je n'accepte plus dans ma vie concrète? Une colère qui ne devient pas action devient poison. Transformer la colère en action ne signifie pas tout casser. Parfois, l'action est sobre, ouvrir un compte personnel, prendre rendez-vous avec un thérapeute, demander une médiation, écrire une limite, reprendre une formation, rejoindre un groupe, réduire le temps passé avec une personne, arrêter de répondre après 22 heures. Les grandes libérations ont souvent des gestes administratifs très peu romantiques. On aimerait des violons. On a parfois un formulaire. C'est moins poétique, mais très efficace. Le cerveau imparable, face à la colère, s'est posé 3 questions. Qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin? Quelle action respecte ma dignité sans détruire inutilement? Ces 3 questions peuvent remplacer des heures de rumination. Qu'est-ce que je ressens? Colère, oui, mais peu. Être aussi tristesse, honte, peur. De quoi ai-je besoin? Respect, repos, clarté, distance, réparation. Quelle action respecte ma dignité? Attendre demain, parler clairement, partir, demander, refuser, écrire, me taire pour l'instant, pas me taire pour toujours, pour l'instant. Il faut se méfier du silence passif. Il ressemble au calme, mais il prépare parfois la tempête. Le vrai calme est vivant. Il sait qu'il parlera au bon moment. Le silence passif se dit « je ne vais rien dire ». Puis il rumine, il comptabilise, il construit un dossier, il attend la prochaine faute pour tout sortir. C'est humain. Ce n'est pas efficace. Si tu choisis de ne pas parler maintenant, fixe-toi un moment pour revenir. Je t'en parlerai demain. Nous reprendrons ce sujet ce week-end. Sinon, ton cerveau garde la conversation ouverte, et les conversations ouvertes consomment de l'attention. Un détail change beaucoup de choses. Parler d'un comportement, pas de l'identité de la personne. Tu es égoïste, attaque l'identité. Quand tu pars sans prévenir, je me sens mise de côté, décrit un comportement et un effet. Tu es toujours pareil en ferme. Cette situation se répète, et je ne veux plus continuer ainsi, ouvre une issue. Bien sûr, quand quelqu'un se comporte mal depuis 20 ans, on a envie de dire « tu es toujours pareil ».
C'est même parfois très satisfaisant pendant 3 secondes, puis la discussion devient un tribunal. Les tribunaux domestiques condamnent beaucoup, réparent peu. Dans l'éducation émotionnelle, il faut aussi apprendre à reconnaître les déclencheurs. Fais une liste de tes 5 déclencheurs principaux. Être ignoré, être interrompu, être critiqué, être contrôlé, être prise pour acquise, être traité comme une enfant, être comparé, être pressé. Chacun a ses boutons rouges. Une fois identifiés, ils deviennent moins mystérieux. Tu peux dire à quelqu'un de confiance, quand je me sens interrompu, je réagis très fort. Je vais travailler dessus, mais j'ai aussi besoin que tu me laisses finir mes phrases. C'est adulte. Tu prends ta part, tu demandes aussi une part à l'autre. Ni victime, ni dictatrice. Partenaire. Dans les relations amoureuses, la colère est souvent liée au sentiment de ne pas être choisi. Rien n'irrite plus profondément qu'un amour ambigu quand on aspire à la sécurité. L'ambiguïté chronique est une usine à colère. Un jour il est tendre, le lendemain distant. Un jour il parle d'avenir, le lendemain il disparaît dans une brume digne d'un film scandinave. Tu peux passer des mois à essayer de rester calme dans une situation qui te dérégule par nature. Là, la question n'est pas seulement comment ne pas m'énerver. La question est pourquoi est-ce que je reste dans un système qui fabrique ma colère? Très différent. L'amour sain réduit la colère inutile, parce qu'il réduit l'insécurité inutile. Il ne supprime pas les désaccords. Il offre un cadre où les désaccords peuvent être parlés sans menace permanente. Dans un lien sûr, tu peux dire « cela m'a blessé » sans craindre d'être abandonné. Tu peux demander une clarification sans être traité de folle. Tu peux poser une limite sans déclencher une punition. Voilà l'attachement sécurisé, pas l'absence de conflit, mais la présence d'un sol sous les pieds. Quand le sol manque, tu peux devenir très réactif. Ce n'est pas seulement ton tempérament. C'est aussi le terrain. Il faut donc cesser de pathologiser uniquement ta réaction quand l'environnement est malsain. Si tu étouffes dans une pièce sans air, ce n'est pas en travaillant ta respiration que tout sera réglé. Il faut aussi ouvrir la fenêtre ou sortir. Certaines personnes te diront « tu dois apprendre à gérer ta colère » alors qu'elle contribue activement à la déclencher par le mépris, le mensonge, la manipulation, le silence punitif. Oui, travaille ta colère, mais ne l'utilise pas pour t'adapter à l'inacceptable. La régulation émotionnelle n'est pas une invitation à supporter n'importe quoi avec élégance. Ce point est crucial. La paix intérieure n'est pas la capacité à rester calme pendant qu'on te manque de respect. La paix intérieure inclut parfois une action ferme. Partir calmement est plus sain que rester gentiment dans une violence lente. Dire non avec tremblement est plus sain que dire oui avec un sourire mort. Ne plus t'énerver contre quelqu'un peut signifier que tu as cessé de débattre avec une réalité évidente. Tu n'es plus en colère parce que tu n'attends plus de cette personne ce qu'elle ne donne pas. Tu as récupéré ton énergie. C'est une forme très haute de liberté. Un autre mini-exercice, avant une conversation difficile, écris ton intention, pas ton accusation, ton intention. Je veux clarifier, je veux poser une limite, je veux demander une réparation, je veux comprendre si cette relation est encore possible. Cette intention devient ton fil. Pendant la conversation, si tu pars dans la colère, reviens au fil. Mon intention est de clarifier, pas de gagner. Mon intention est de me respecter, pas de convaincre quelqu'un qui refuse d'entendre. Cela évite de se perdre dans les détails. Les disputes adorent les détails. Elles commencent sur un sujet et finissent en 2009 dans la cuisine avec une phrase oubliée que personne ne peut vérifier. Très peu productif, mais très fréquent. La mémoire conflictuelle est redoutable. Quand la colère monte, le cerveau va chercher des archives. Et la fois où,
et tu as toujours et jamais, ces mots généralisent. Toujours, jamais, tout le temps, rien. La colère aime ces mots absolus. Ils donnent de la force, mais ils ferment l'écoute. Remplace-les par des faits datés et répétés. Cela s'est produit 3 fois ce mois-ci. Hier, quand tu as dit cela, depuis plusieurs semaines, je remarque, c'est moins théâtral, c'est plus efficace. La vérité n'a pas besoin de crier toujours pour être solide. Apprendre à ne plus s'énerver demande aussi de renoncer au plaisir de la supériorité morale. Oui, cela existe. Quand nous sommes en colère, nous nous sentons parfois du côté du bien. L'autre est égoïste, idiot, injuste, immature. Nous, bien sûr, sommes la justice incarnée, avec un léger problème de tension artérielle. Cette posture soulage l'ego, mais elle empêche la compréhension. Elle ne veut pas dire que l'autre n'a pas tort. Il peut avoir tort, magnifiquement tort. Mais si ton objectif est de vivre mieux, pas seulement d'avoir raison, tu dois parfois descendre de la tribune intérieure et regarder le mécanisme complet. Avoir raison ne suffit pas. Beaucoup de gens ont raison et restent malheureux. La question est, que fais-tu de ta raison ? Est-ce qu'elle devient une parole claire, une limite, une action ou seulement une rumination ? La rumination est une justice imaginaire. Tu gagnes le procès dans ta tête, mais ta vie ne change pas. Tu prononces des plaidoiries magnifiques sous la douche. L'autre n'entend rien. Le carrelage, lui, est très impressionné, mais cela ne suffit pas. Il faut transformer la rumination en choix. La rumination diminue quand tu fixes une action ou une clôture. Si tu peux agir, agis. Si tu ne peux pas agir, ritualise la fermeture. Je ne résoudrai pas cela ce soir. Je reprendrai demain à 10 heures. J'ai fait ce que je pouvais. Le cerveau a besoin de phrases de clôture. Sinon, il continue à mâcher. Et mâcher un problème toute la nuit ne le rend pas plus digeste. La colère envers les proches est souvent plus forte parce que l'enjeu affectif est plus grand. Un inconnu impoli peut t'agacer 5 minutes. Une fille froide, une sœur critique, un partenaire distant, une mère blessante peuvent te toucher au centre. Plus l'attachement est fort, plus la blessure résonne. Ne te juge pas pour cela. Mais ne donne pas non plus à tes proches un accès illimité à ton équilibre. L'amour n'est pas une autorisation permanente de tout dire, tout faire, tout déposer chez toi. L'amour sain a des portes. Il accueille. Il ne se laisse pas cambrioler. Il y a des phrases qui peuvent changer le climat d'une relation. Je veux te parler sans t'attaquer. Je suis touché, donc je vais ralentir. Je ne veux pas que cette conversation devienne une guerre. J'ai besoin d'être entendu, pas de gagner. Ces phrases désamorcent, pas toujours. Rien ne marche toujours. Méfie-toi des méthodes qui promettent toujours. Les humains sont trop inventifs pour cela. Mais elles augmentent la probabilité d'une conversation meilleure. Et parfois, c'est déjà beaucoup. Si l'autre continue d'attaquer, tu peux sortir de la scène. Je ne continue pas si tu me parles ainsi. Puis tu sors vraiment. Pas en claquant la porte pour revenir 30 secondes plus tard avec une phrase supplémentaire, ce petit rappel théâtral que nous connaissons bien. Tu sors, tu protèges, tu reprends plus tard ou pas. Une limite sans conséquence devient une suggestion. Et certaines personnes traitent les suggestions comme des prospectus dans une boîte aux lettres. La colère contre soi mérite aussi d'être regardée. Beaucoup de femmes s'énervent contre les autres parce qu'elles ne supportent plus leurs propres contradictions. Elles veulent être libres, mais elles retournent vers l'ancien lien. Elles veulent être calmes, mais elles explosent. Elles veulent se choisir, mais elles disent oui. Cette contradiction crée de l'irritation. Alors il faut introduire de la compassion active. Je comprends pourquoi je répète et je choisis un petit acte nouveau. Pas je suis nul. Pas c'est pas grave. Les deux extrêmes bloquent. La compassion active avance. Un cerveau apaisé a besoin de preuves de sécurité.
Donne-lui des preuves. Tiens, une promesse à toi-même. Ne lis pas ce message maintenant. Fais ta marche. Écris ta phrase. Prépare ton repas. Appelle une personne stable. Range un coin de ta maison. Chaque preuve dit « Je peux me faire confiance ». Or, beaucoup de colère viennent d'un manque de confiance en soi, pas seulement en l'autre. Si tu sais que tu ne t'abandonneras pas, tu as moins besoin de contrôler l'autre. Si tu sais que tu partiras quand une limite est franchie, tu as moins besoin de crier pendant des mois, la sécurité intérieure réduit l'explosion extérieure. Imagine une maison avec une porte solide. Tu n'as pas besoin de hurler à chaque passant. La porte est là, elle tient. Maintenant, imagine une maison sans porte. Chaque bruit devient une menace. Tu cries, tu surveilles, tu t'épuises. Les limites sont la porte du psychisme. Quand elles sont solides, la colère peut se reposer. Elle n'a plus besoin de monter la garde jour et nuit. Il faut parler de l'humour, parce qu'il sauve beaucoup. Pas l'humour qui méprise, l'humour qui dégonfle l'ego. Quand tu sens que tu deviens très dramatique, tu peux sourire intérieurement. Ah, mon cerveau prépare une tragédie en 5 actes. Cela ne nie pas la douleur, cela crée une distance. L'ironie douce peut empêcher l'identification totale, je l'utilise souvent, y compris avec moi-même. Le cerveau humain adore se prendre pour un oracle, il annonce la catastrophe avec une voix très sérieuse. Parfois, il faut lui répondre « Merci Nostradamus, nous allons quand même vérifier les faits ». La vérification des faits est une pratique centrale. Est-ce que je sais cela ou est-ce que je l'imagine ? Est-ce que cette personne m'a réellement manqué de respect ou est-ce que mon histoire personnelle amplifie ? Est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis déclenché ? Est-ce que je veux réparer ou punir ? Ces questions ne sont pas faites pour te faire douter de tout. Elles sont faites pour te rendre souveraine. La colère non questionnée se croit toujours légitime. La colère questionnée devient parfois une limite, parfois une tristesse, parfois une fatigue, parfois une action. Elle devient plus précise. La précision émotionnelle est l'une des plus grandes forces. Dire « je suis en colère » est parfois trop vague. Peut être que tu es blessé, déçu, humilié, effrayé, jalouse, épuisée, inquiète, en deuil. La colère est souvent une émotion de couverture. Elle protège des émotions plus vulnérables. Il est plus facile de dire « tu m'énerves que j'ai peur de ne pas compter », plus facile de dire « tu es égoïste que je me sens seul », plus facile de dire « laisse tomber que j'aurais aimé que tu me choisisses clairement ». La maturité émotionnelle consiste parfois à descendre sous la colère pour trouver la phrase vraie. Mais attention, vulnérable ne veut pas dire disponible à tout. Tu peux dire une phrase vraie et garder une limite. Je suis blessé et je ne veux pas continuer cette relation ainsi. Je suis triste et je ne vais pas accepter ce comportement. La vulnérabilité sans limite devient exposition. La limite sans vulnérabilité devient mur. L'amour sain cherche une troisième voie, cœur ouvert, colonne vertébrale présente. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est beau. Et surtout, c'est vivable. Certaines personnes craignent que moins de colère signifie moins de passion. Elles pensent que les relations calmes sont fades. C'est souvent un héritage du chaos. Quand on a vécu longtemps dans l'intensité, la stabilité semble ennuyeuse. Mais la paix n'est pas l'absence de vie. C'est l'espace où la vraie vie peut enfin apparaître. La passion qui détruit n'est pas une preuve d'amour, c'est parfois une preuve de dérégulation mutuelle, de systèmes nerveux qui se déclenchent peuvent produire beaucoup de cinéma, mais le cinéma à la maison finit par coûter cher. L'amour rationnel ne tue pas l'élan. Il lui donne une maison, il dit « je peux ressentir fort et choisir juste ». Voilà une phrase magnifique. Ressentir fort et choisir juste. Ne pas devenir une pierre, ne pas devenir une flamme incontrôlable. Devenir une femme qui sent, pense, respire, décide. Une femme entière. Un autre aspect essentiel est le rythme. Si tu vis dans la précipitation, tu seras plus irritable.
La précipitation chronique est une violence douce que l'on s'inflige. Toujours vite, répondre vite, comprendre vite, pardonner vite, décider vite, produire vite, même guérir vite. Non, la guérison n'est pas une livraison express. Ton cerveau a besoin de lenteur pour intégrer. Une journée avec des marges réduit la colère. Une journée sans marge transforme chaque imprévu en attaque personnelle. Laisse 10 minutes entre deux choses. Prépare moins. Dis non à une demande. Ce n'est pas paresseux, c'est de l'écologie nerveuse. L'écologie nerveuse, j'aime cette expression, elle signifie ne pas polluer ton système avec trop de bruit, trop de drame, trop de disponibilité, trop de café, trop d'écran, trop de conversations inutiles, trop d'obligations acceptées par peur. Nous parlons beaucoup d'écologie extérieure, et c'est nécessaire, mais il existe aussi une écologie de l'attention. Si tu jettes des déchets mentaux toute la journée dans ton cerveau, il ne faut pas t'étonner qu'ils sentent mauvais le soir. Pardonne-moi l'image, mais elle est claire. Choisis ce que tu laisses entrer. Les informations, les personnes, les conversations, les souvenirs que tu nourris, les comparaisons, les réseaux sociaux. Certaines femmes commencent leur journée en regardant des vies filtrées, des corps filtrés, des couples filtrés, des cuisines filtrées, puis elles regardent leur propre vie réelle et se sentent irritées. Mais enfin, comparer ton mardi matin avec la vitrine scénarisée de quelqu'un d'autre, c'est injuste, pour toi surtout. La comparaison est un accélérateur de colère contre soi et contre les proches. Elle dit « Pourquoi ma vie n'est-elle pas comme cela ?» Parce que cela peut être même pas comme cela chez eux non plus. La paix demande parfois de réduire l'exposition, pas pour fuir le monde, pour revenir à la réalité habitable. Le réel imparfait est souvent plus nourrissant que le faux parfait. Dans le réel, il y a des tasses dans l'évier, des rides, des conversations maladroites, des silences à réparer, des projets qui avancent lentement, et il y a aussi la possibilité d'un amour plus vrai, moins brillant, plus solide. Lorsque tu sens la colère monter, pose-toi une question très simple. Quel âge a cette réaction? Parfois tu as 55 ans, mais ta réaction en a 12, ou 10 à 7, ou 30 à l'époque du divorce. Ce n'est pas ridicule, c'est humain. Une part ancienne se réveille, tu peux lui parler. Je te vois, tu as peur, mais aujourd'hui je suis adulte, je vais gérer. Cette phrase intérieure peut sembler étrange, pourtant elle répare, elle réinstalle une autorité bienveillante. Tu ne laisses plus l'enfant blessé conduire la voiture sur l'autoroute relationnelle. Le travail sur la colère est souvent un travail de reparentage intérieur. Tu deviens pour toi-même la personne qui aurait dû t'aider à nommer, respirer, poser des limites, demander réparation. Tu ne peux pas refaire toute ton histoire. Tu peux changer la façon dont ton histoire vit en toi aujourd'hui. C'est cela la neuroplasticité émotionnelle. Offrir au cerveau des réponses nouvelles là où il attendait toujours les mêmes issues. Rien de tout cela ne signifie que tu dois rester calme devant l'injustice. Certaines colères sont justes, elles ont permis des départs, des révolutions, des protections, des prises de parole. Le but n'est pas de devenir docile, le but est de devenir efficace. Une colère juste doit être conduite, pas subie, comme un cheval puissant. Si tu le laisses partir dans tous les sens, il te jette au sol. Si tu apprends à le guider, il t'emmène loin. La colère guidée devient courage. La colère non guidée devient dommage collatéral. Demande-toi, ma colère construit-elle quelque chose ou détruit-elle seulement? Parfois, elle doit détruire une illusion. Très bien. Parfois, elle doit détruire une dynamique abusive. Très bien. Mais si elle détruit ta santé, ton sommeil, ta parole, ton estime de toi, il faut reprendre les rênes. Une émotion peut être légitime et mal utilisée. C'est une nuance fondamentale.
La légitimité du ressenti ne garantit pas la justesse de l'action. Le travail profond consiste à choisir l'action qui respecte à la fois ta vérité et ta dignité. Il ne s'agit pas d'être gentille. La gentillesse forcée est parfois une camisole. Il s'agit d'être droite. La droiture peut être douce ou ferme. Elle peut dire « je t'aime, mais je ne peux plus accepter cela ». Elle peut dire « je comprends, mais ma réponse est non ». Elle peut dire « je suis blessé et j'ai besoin de distance ». Elle peut dire « je ne vais pas continuer à espérer une relation que tu ne construis pas ». Ces phrases ne crient pas, elles coupent pourtant très net. Beaucoup de femmes découvrent tard qu'elles peuvent être fermes sans être méchantes. C'est une découverte magnifique. On leur avait fait croire que poser une limite était agressif. Non. L'agressivité envahit l'espace de l'autre. La limite protège le tien. Ce n'est pas pareil. Si quelqu'un confond les deux, cela ne veut pas dire que tu es violente. Cela peut vouloir dire qu'il était habitué à ton absence de frontières. La colère diminue quand ton identité devient moins dépendante de l'approbation. Si tu as besoin que tout le monde te comprenne pour être en paix, tu seras souvent en guerre. Certains ne comprendront pas. Certains comprendront trop tard, certains comprendront et feront semblant de ne pas comprendre parce que ton changement les dérange, l'approbation est agréable, elle ne doit pas être vitale. Une femme libre peut être mal comprise sans se justifier pendant 3 semaines. Elle peut dire « je sais pourquoi je fais cela » et cela suffit. Pas toujours confortablement, mais suffisamment. Le cerveau cherche la sécurité dans le groupe. Être désapprouvé active parfois une peur ancienne d'exclusion. C'est biologique. Mais nous ne sommes plus dans une tribu préhistorique où être rejeté signifiait mourir mangé par quelque chose de très désagréable. Aujourd'hui, être désapprouvé signifie souvent recevoir un message froid, un silence, une remarque. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas mortel. Le rappeler au corps aide. Je suis désapprouvé, pas en danger. Répète-le. Ton système nerveux apprendra le dernier grand mouvement intérieur avant de conclure, et celui-ci remplacer la réaction par la création. La colère est une énergie. Si tu ne la transformes pas, elle tourne en rond. Crée quelque chose avec, une décision, un texte, une marche, un projet, une conversation, une organisation nouvelle, une limite écrite, une pièce rangée, une consultation prise, une formation commencée, une vidéo partagée avec une amie. L'énergie doit circuler, sinon elle devient poison. Une femme qui transforme sa colère en création devient impressionnante. Pas parce qu'elle devient dure, parce qu'elle devient orientée. Elle ne passe plus sa vie à répondre aux provocations. Elle construit, elle ne passe plus ses soirées à rejouer les phrases, elle écrit la sienne, elle ne cherche plus à convaincre ceux qui l'ont diminuée, elle agrandit sa vie. C'est peu être cela finalement, ne plus s'énerver contre personne, non pas parce que personne ne mérite jamais ta colère, mais parce que ta vie est devenue trop précieuse pour être donnée à chaque déclencheur. Tu ne dois pas offrir ton système nerveux en accès libre. Pas à un ex, pas à une sœur critique, pas à un collègue arrogant, pas à un enfant adulte qui oublie que tu es une personne. Pas à un homme qui te donne juste assez pour rester et pas assez pour être heureuse. Ton attention est ton lieu de vie. Protège-le, avec douceur, avec humour, avec fermeté. Avec cette élégance intérieure qui ne cherche pas à paraître supérieure, mais à rester libre. Alors, quand quelqu'un te provoque, imagine une petite table intérieure. Sur cette table, tu poses 3 objets. Le fait, le besoin, la limite. Le fait, il a dit cela. Le besoin, j'ai besoin de respect. La limite, je ne continue pas ainsi. Tout le reste, les scénarios, les insultes, les archives de 2004,
Les prédictions dramatiques, tu les laisses sur le côté. Ils veulent entrer, bien sûr. Ils frappent à la porte. Tu peux leur répondre, pas maintenant, nous faisons simple. Cette simplicité est une force. Si tu pratiques cela, tu ne deviendras pas parfaite. Tu deviendras plus rapide à revenir. Et revenir est plus important que ne jamais partir. Tu t'énerveras encore parfois, tu diras une phrase trop sèche, tu rumineras, tu écriras un message que tu regretteras peu, être, bienvenue, tu es humaine. La différence, c'est qu'au lieu de t'installer dans la honte, tu répareras, je t'ai parlé trop durement. Ce que je voulais dire, c'est réparer est une grande compétence. Les relations saines ne sont pas celles où personne ne déborde jamais. Ce sont celles où l'on peut reconnaître, réparer, apprendre et ne pas utiliser la faute de l'autre comme une arme éternelle. Apprends aussi à te réparer toi-même. Après une explosion, ne te détruis pas intérieurement. Demande quel était le signal. Qu'est-ce que je n'ai pas écouté plus tôt? Quelles limites dois-je poser? Quelles conditions biologiques dois-je améliorer? Quel vieux déclencheur s'est réveillé? La honte dit « je suis mauvaise ». La responsabilité dit « je peux apprendre ». Choisis la responsabilité. Elle est plus exigeante, mais elle ouvre des portes. La honte ferme tout et garde la clé dans sa poche. Au fond, ce chemin est un chemin d'amour sain envers toi-même. Ne plus t'énerver contre tout le monde, c'est arrêter de vivre comme une alarme mal réglée, c'est retrouver un seuil, une respiration, une dignité, c'est comprendre que tu peux être touché sans être envahi, contrarié sans être possédé, blessé sans devenir blessante. C'est une forme de maturité magnifique. Pas spectaculaire, profonde. Je veux que tu partes avec une phrase très concrète. Je ne donne plus ma paix à la première personne qui appuie sur mon bouton rouge. Écris-la si tu veux. Colle-la quelque part. Ton bouton rouge existe. Nous en avons tous. Mais tu peux installer un délai entre le bouton et l'explosion. Ce délai, c'est ta liberté. Au début, il dure 1 seconde, puis 5, puis 1 minute, puis 1 nuit, puis un jour tu remarques que tu n'as même plus envie de répondre à certaines provocations, non pas parce que tu es supérieur, parce que tu es ailleurs, et ailleurs, parfois, s'appelle enfin chez soi. Je te le dis avec toute la tendresse possible, mais sans décorer la vérité. Tant que tu n'apprends pas à protéger tes limites tôt, ton corps criera tard. Tant que tu confonds colère et pouvoir, tu resteras dépendante de ceux qui te déclenchent. Tant que tu attends que les autres deviennent enfin raisonnables pour être en paix, tu leur confies une mission qu'ils n'ont peu, être jamais acceptés. C'est précisément pour cela que j'ai voulu construire un outil qui ne reste pas dans les belles idées, mais qui accompagne le retour vers soi de manière concrète. Ce chemin, je l'ai rassemblé dans Brisé par Design. C'est un e-book téléchargeable que tu peux acquérir directement depuis la description de cette vidéo ou depuis le commentaire fixé. Je l'ai pensé comme un système de guérison émotionnelle structuré semaine par semaine avec des exercices concrets, des vérités que personne ne t'a jamais dites et un plan de 30 jours pour commencer à te reconstruire là où tu es, tel que tu es. Ce n'est pas un produit miracle parce que les miracles émotionnels sans effort finissent généralement dans le même tiroir que les appareils de sport achetés en janvier. C'est le guide que j'aurais aimé pouvoir donner plus tôt à toutes ces femmes qui croyaient être trop colériques, trop sensibles, trop compliquées, alors qu'elles étaient souvent seulement blessées, fatiguées et privées de méthode. Il t'aide à comprendre tes déclencheurs, à poser des limites, à sortir des liens qui te dérèglent et à reconstruire une sécurité intérieure pas à pas. Je l'ai conçu comme une présence structurée, pas comme une injonction de plus. Le lien pour télécharger l'e-book
est dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est là, à portée de main. Tu peux le trouver juste en dessous si tu veux aller plus loin. Et pour cette semaine, je te lance un défi très simple. Pendant 7 jours, avant chaque réponse chargée émotionnellement, fais 3 respirations lentes et dis intérieurement « Je sens la colère, mais je choisis ma réponse ». Ensuite seulement, parle, écris, pars ou pose ta limite. Reviens dans les commentaires me dire ce qui a changé, même légèrement. Abonne-toi si tu veux continuer ce travail avec moi. Partage cette vidéo avec une femme qui s'épuise à s'énerver contre des gens qui ne méritent pas tout son système nerveux. Et écris en commentaire cette phrase si elle devient ton engagement. Je protège ma paix avant de répondre.